Dans cette vidéo, nous allons parler des codes de statut HTTP. Quand nous avons étudié la syntaxe des messages HTTP, nous avons vu que quand un serveur répond à un client, il envoie une première ligne dans sa réponse. Sur cette première ligne, il envoie la version du protocole, suivie d'un espace, suivi d'une valeur numérique, qui est le code de statut, suivi d'un espace, suivi d'une représentation textuelle de ce code de statut. Si on étudie la spécification HTTP en détail, on se rend compte que beaucoup de codes ont été prévus et définis dans la spécification. L'objectif de cette vidéo, c'est de passer en revue les codes qui sont le plus souvent utilisés et donc ceux qui vous seront le plus utiles. Si on passe en revue tous les codes qui ont été définis, on se rend compte qu'on peut les regrouper dans des grandes catégories. Si on regarde le premier numéro du code de statut, on sait à quelle catégorie on appartient. La première catégorie regroupe les codes de statut qui commencent par un 2. Dans ce cas-là, tout s'est bien passé. Le client a envoyé une requête, le serveur a été capable de la traiter et il renvoie une réponse avec un résultat. Deuxième catégorie de codes, les codes qui commencent par un 4. Dans ce cas-là, on est dans une situation d'erreur. Le client a envoyé une requête, mais le serveur ne peut pas ou ne veut pas la traiter. Et la responsabilité est du côté du client. Peut-être que le client a envoyé une requête qui était syntaxiquement incorrecte, peut-être qu'il essaye d'accéder à une ressource qui n'existe pas, ou peut-être qu'on est en face d'un problème de sécurité. Troisième catégorie, les codes qui commencent par un 5. De nouveau, on est dans une situation d'erreur, mais cette fois-ci, la responsabilité est du côté serveur. Le client a envoyé une requête, le serveur a essayé de la traiter, mais pendant ce traitement, une erreur est survenue, généralement à cause d'un bug. C'est donc une erreur, c'est donc un code de statut qui est très souvent utilisé quand on fait du développement web, quand on développe des applications web qui génèrent du contenu dynamique et qu'on introduit des bugs dans notre code. Finalement, la dernière catégorie de codes sont les codes qui commencent par un 3. Dans ce cas-là, le client a envoyé une requête qui ciblait une ressource, le serveur connaît l'existence de cette ressource, mais entre-temps, elle a été relocalisée, son URL a changé, et donc le serveur va envoyer une réponse au client en disant « je te redirige ». Tu as essayé de contacter cette ressource à cette URL, tu vas renvoyer une deuxième requête, mais en utilisant cette autre URL. Maintenant que nous avons vu les différentes catégories de codes de statut, nous allons passer en revue une sélection des codes qui sont très souvent utilisés. Commençons par le code de statut 200. C'est un code qui est utilisé par le serveur pour indiquer que tout s'est bien passé. Et c'est probablement le code que vous allez le plus souvent rencontrer. Typiquement, le client a envoyé une requête HTTP GET pour obtenir la représentation d'une ressource. Le serveur est capable de l'honorer. Il renvoie la représentation et avec le code de statut 200 OK, il indique que tout s'est bien passé. Deuxième code de statut, 201, c'est un code que vous allez beaucoup utiliser quand vous allez faire du développement d'applications web et que vous allez découvrir la notion d'API REST. Ce qu'on fait dans presque toutes les applications, c'est donner la possibilité au client de créer des données, de créer des ressources. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au client d'utiliser des requêtes HTTP POST pour envoyer des représentations de ressources au serveur. Et à ce moment-là, le serveur va créer une nouvelle ressource. Souvent, ça va vouloir dire créer des données dans une base de données. Et si tout s'est bien passé, le serveur va répondre au client avec un 201 en disant « Tu m'as demandé de créer une ressource, j'ai réussi à la créer ». Dans ce cas-là, il va aussi envoyer une entête spéciale dans sa réponse, qui est l'entête location, et il va envoyer l'URL de la ressource qui vient d'être créée. Ça va permettre au client plus tard, de pouvoir interagir à nouveau avec cette ressource qui vient d'être créée. C'est un moyen pour le client d'avoir une référence vers la ressource qui a été créée. Troisième et dernier code de statut dans la catégorie des 200, c'est le code de statut 202 Accepted. C'est un cas assez particulier, c'est probablement le code que vous allez le moins souvent rencontrer, mais il est très intéressant. Dans ce cas-là, le serveur a reçu une requête du client, mais le traitement de cette requête prend beaucoup de temps. Donc on pense à certaines applications où on a des traitements lourds à effectuer. Et dans ce cas-là, le serveur ne va pas bloquer le client, il va le libérer tout de suite en lui renvoyant un 202, en lui disant « j'ai accepté
ta requête, je démarre son traitement de manière asynchrone et tu auras la réponse plus tard. Comment est-ce que le client va pouvoir plus tard obtenir le résultat? Eh bien, de nouveau, très souvent, on va utiliser l'entête location et on va mettre une URL que le client va pouvoir utiliser pour périodiquement avoir des informations sur la progression de la tâche qui est exécutée de manière asynchrone. Voilà pour 3 codes de statut dans la catégorie des 200. De nouveau, tout s'est bien passé. Dans le deuxième bloc, le bloc des 300, on a les deux premiers codes, 301 et 302, qui sont utilisés pour faire des redirections. Donc dans ce cas-là, le client envoie une requête en visant une ressource grâce à son URL. Le serveur considère que l'URL est valide, la requête est syntaxiquement correcte, mais entre-temps, la configuration du serveur a changé et le serveur va demander au client d'envoyer une nouvelle requête en utilisant une autre URL. La ressource a été déplacée et pour pouvoir interagir avec, le client va devoir utiliser une nouvelle URL. On a deux cas de figure un petit peu différents. La redirection peut être temporaire ou définitive. Un des cas d'usage les plus fréquents que vous allez rencontrer pour l'utilisation de ces codes, c'est quand on fait la sécurisation d'un serveur HTTP et qu'on met en place HTTPS. Si le client essaye d'accéder à une ressource par http://mon-site/index.html, le serveur va lui envoyer une redirection en lui disant cette ressource existe, mais accède via cette URL qui va être https:// le reste de l'URL. Troisième code de statut dans cette catégorie, 304 not modified. C'est un code de statut qui est lié à l'utilisation des caches, dont nous parlerons dans une autre vidéo. L'idée ici, c'est d'éviter de transférer des représentations de ressources entre le serveur et le client de manière inutile. Imaginons qu'un client fasse des requêtes tous les jours vers le même site. Imaginons que certaines de ces ressources concernent des images ou des fichiers volumineux. Très souvent, ce qu'on veut éviter, c'est que si le client revient le deuxième, troisième, quatrième jour et que l'image n'a pas changé, on n'a pas envie de lui renvoyer cette image une nouvelle fois et ainsi de gaspiller de la bande passante. Donc, l'utilisation de ce code, c'est de donner la possibilité au serveur de dire « Tu m'avais déjà demandé une représentation de cette ressource, son état n'a pas changé depuis la dernière fois, donc utilise quelque chose que tu as en réserve dans un cache. » Troisième bloc, les codes de statut qui commencent par un 4. Ce qu'on a vu avant, c'est que quelque chose s'est mal passé et on peut dire que c'est la faute du client. C'est le client qui a fait quelque chose d'incorrect qui empêche le serveur de traiter la requête. 400 bad request, c'est dans la majorité des cas un problème de syntaxe. Le client a envoyé une requête HTTP qui syntaxiquement n'est pas correcte. 401 et 403 sont deux codes de statut qui sont liés à la sécurisation de l'accès à des ressources web. Dans le premier cas 401, le client essaye d'accéder à une ressource en utilisant son URL, mais il se trouve que cette ressource est une ressource privée et qu'on a protégé l'accès à cette ressource. Donc seulement certains utilisateurs, en fonction de leur identité ou de leur rôle, ont le droit d'y accéder. 401, c'est un code qui est utilisé par le serveur pour dire au client « Attention, tu essayes d'accéder à une ressource protégée, je ne peux pas te donner un accès directement, mais je t'envoie dans une entête spéciale, qui est www-authenticate, le moyen de me prouver que tu as les droits d'accès à cette ressource. » En d'autres termes, avec cette entête, je vais te donner les modalités d'authentification pour que je puisse après autoriser ou pas les ressources. 401, on est à l'étape d'après. On imagine que le client ait envoyé les informations pour identifier et authentifier l'utilisateur, par exemple avec un mot de passe. Et dans ce cas-là, le serveur va dire « Je suis d'accord, tu es authentifié, par contre, mes règles d'autorisation me disent que tu n'as pas le droit d'accéder à cette ressource. » Donc, premier cas de figure, on demande à authentifier l'utilisateur avec le 401,
403, on dit au client que malgré l'authentification, les règles d'autorisation ne permettent pas l'accès à la ressource. Finalement, 404 not found, c'est certainement un code de statut que vous avez très souvent vu sur des sites web. Le client essaye d'accéder à une ressource avec son URL. La requête HTTP est syntaxiquement correcte. Par contre, la ressource n'existe pas. Le serveur va simplement renvoyer un 404 en disant « Je ne connais pas de ressource qui est localisée à cette URL ». Finalement, le dernier bloc, les blocs 500, de nouveau un cas d'erreur, on n'est pas capable de traiter la requête, mais dans ce cas-là, la faute est du côté du serveur. Donc le client a envoyé une requête qui était parfaitement valide, qui était correcte, mais le serveur, pendant le traitement, a rencontré des soucis. 500, c'est un code que vous allez très souvent voir quand vous allez faire du développement d'applications web. Typiquement, vous développez une application web en Java, vous faites une erreur de programmation, vous avez des exceptions qui sont levées, et bien au moment où l'exception est levée, pendant le traitement de la requête, un code de statut 500 va être renvoyé au client. 503, service indisponible, eh bien quelque chose dans mon infrastructure ne fonctionne pas correctement, est indisponible, je vais dire au client que malgré le fait que sa requête soit correcte, je ne suis pas capable maintenant de l'honorer et d'y répondre. Dans ce cas de figure, si le client réessaye plus tard, eh bien probablement que j'aurai résolu mes problèmes et que je serai capable de traiter la requête. Finalement, 502 bad gateway, c'est de nouveau un problème qui est lié à l'infrastructure et qui normalement va être résolu après un certain temps. On verra dans d'autres vidéos la configuration d'infrastructures web avec l'utilisation de reverse proxy, de systèmes de cache. Souvent, quand on a des problèmes de configuration réseau et de communication entre ces différents éléments, on va se retrouver dans une situation où on va devoir dire au client quelque chose se passe mal dans notre infrastructure, et c'est quand on essaye de parler à un composant intermédiaire, à un reverse proxy, à un gateway, que quelque chose s'est mal passé. On a vu ici une liste de codes de statut. De nouveau, dans la spécification, il y a toute une autre liste de codes de statut, mais ils sont utilisés probablement un peu moins souvent. Et il y a un autre aspect qui est que la spécification HTTP est extensible, donc il est possible à n'importe quel moment de redéfinir et d'ajouter des codes de statut supplémentaires.